Ce que nous allons voir aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est des nouveaux concepts, deux nouveaux concepts, les exceptions et la programmation concurrente. Les exceptions, c'est quelque chose qui est un peu attaché aux abstractions, comment traiter des situations exceptionnelles. Et après, on va passer à un grand volet, la programmation concurrente. On en a plusieurs activités qui s'exécutent en même temps dans le programme. Et ça, c'est très intéressant, très difficile dans certains cas, dans d'autres cas pas. Et je vais vous introduire une technique qui est la meilleure façon de faire la programmation concurrente. Elle est tellement bonne que je l'appelle la concurrence pour les nuls. Alors, vous savez les livres pour les nuls qui sont en général une currency for dummies. Mais ce n'est pas la seule façon. On va voir d'autres façons. Ok, les exceptions d'abord. Les exceptions, c'est un truc un peu subtil, mais très important pour ne pas encombrer le programme. Hein, supposons qu'on a quelquefois des situations un peu, on appelle ça exceptionnelles, rares, des problèmes, des erreurs qui arrivent quelquefois. Hein, quand on fait une division, qui sait qu'on va diviser par 0, on pourrait être vraiment sûr, il faudrait faire un test. Si on fait une racine carrée, qui sait le nombre n'est pas négatif si c'est une équation compliquée? Hein? On ouvre un fichier. Ah bah, qui sait qu'un petit malin a enlevé le fichier juste avant qu'on essaie de l'ouvrir? Et du coup, il peut y avoir des erreurs qui arrivent, des choses inattendues dans un programme. Mais c'est rare, mais ça peut arriver. Quand ça arrive, ça peut être très grave. Ça peut être des erreurs dans le programme, hein, program errors, mais des erreurs qui viennent de l'extérieur du programme. Typiquement, quand on cherche des fichiers dans ce système d'exploitation, hein, j'ouvre un fichier. Non, je vais d'abord avoir une liste des noms de fichiers, et après, je vais l'ouvrir. Mais entre ces deux moments, un petit malin peut avoir enlevé le fichier. Et c'est un système d'exploitation, il y a plusieurs activités, hein, c'est un système concurrent en fait. Et du coup, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc, ce sont des choses qui sont rares, et il faut faire quelque chose pour les traiter. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas bien, ça fait un programme super compliqué parce qu'il faut, chaque fois qu'on fait un truc qui peut échouer, il faut tester. Même si c'est un cas sur 1 million, il faut quand même écrire du code pour le tester. C'est bête. Alors, les exceptions ont été inventées pour éviter ça, pour faire quelque chose de beaucoup plus propre. Et je vais vous les définir et je vais vous donner leur sémantique dans notre machine abstraite. Et la plupart des langages qu'on utilise, ils ont un truc, ils ont ça. Et je vais après vous expliquer comment ça marche en Java, mais tous les langages plus ou moins classiques, ils ont des exceptions pour traiter ce problème. Hein? On peut traiter des cas rares sans encombrer le code, avec des tas de tests pour voir si c'est bon ou pas. Hein? Et comment est-ce qu'on fait ça? Il y a une erreur qui arrive, un bombe qui explose, ici, dans la pièce. Hein? Une bombe qui explose. On ne veut pas que tout le bâtiment s'écroule. Hein? On veut qu'il y ait une barrière quelque part. Et les exceptions sont basées sur un principe. Hein? C'était bien réfléchi. Un principe qui s'appelle le principe de confinement, containment. Hein? Quand il y a une erreur dans un programme, on voudrait pouvoir continuer à exécuter sans que le programme se plante et sans que tout le programme soit affecté. Hein? On voudrait que l'erreur influence une toute petite partie du programme.
Et c'est pour ça qu'on va définir ce qu'on appelle des contextes d'exécution qui sont imbriqués. Et un contexte imbriqué, et il y a un principe de containment ou confinement. Si on exécution à l'intérieur d'un contexte, donc ça c'est un contexte, hein, c'est très abstrait, vous allez voir ce que c'est dans le code. Il y a l'erreur, 1 divisé par 0. Tout se plante, mais l'erreur s'arrête là, au contexte. Et là, il y a un traitement qui se fait pour traiter l'erreur. Peut-être on fait V égale A divisé par B, B est égal à 0, comme ça. Bon, peut-être qu'il y a l'erreur d'arrondi, il y a un truc, divisé par 0. Il y a une exception, boum, toute l'exécution ici explose, mais la frontière ici est blindée. Et l'explosion s'arrête à la frontière. Et là, il y a un traitement. Il y a un petit gendarme qui regarde, non, plutôt un petit pompier, hein, qui regarde, et il va voir l'erreur, il va essayer de faire en sorte que le reste du programme peut continuer. Et ces choses-là sont imbriquées. On peut en avoir un certain nombre. Et si l'erreur ne peut pas traiter là, alors elle se propage au suivant. Et ça peut continuer jusqu'au moment où il y a un contexte qui sait traiter l'erreur. Donc c'est un système de gestion avec des contextes imbriqués. Et à chaque frontière, il y a un routine de traitement. Hein, il y a un petit pompier à chaque frontière qui va capter les erreurs et il peut traiter certains types d'erreurs. Et s'il essaie de traiter, alors c'est bon, ça reste là. S'il ne sait pas le traiter, il passe la main au suivant. Et le suivant, en principe, peut traiter d'autres erreurs où il est plus puissant. On ne veut pas que ce soit tout le programme. À un certain moment, ce contexte va couvrir tout le programme. Et s'il n'y a pas un gendarme ou un pompier, hein, si le dernier pompier là ne sait pas traiter l'erreur, le programme se plante. Hein, ça peut toujours arriver si le pompier ne fait pas son travail. Okay? Donc c'est un peu comme ceci. On a des contextes imbriqués. Ça c'est très abstrait. Mais en fait, je vais vous montrer, chaque contexte correspond avec une partie de la pile d'exécution. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait un programme. Le programme s'exécute. À un certain moment, il y a une partie déterminée qui va dans un autre contexte. Donc ici, il y a une erreur. Et 3 contextes ne peuvent pas traiter. Donc il y a un saut. L'exécution saute directement ici vers le pompier. Et tout le reste du code à l'intérieur ici ne sera pas exécuté. On annule, on arrête toute l'exécution à l'intérieur et on saute directement à la frontière du contexte. Alors, ici en rouge, c'est le contexte qui va attraper, catch, il va attraper l'exécution. Il y a une analogie de jeter un ballon, attraper le ballon. Hein, donc le petit x va jeter l'exception, et là, à la frontière, on va l'attraper. Et il y a un argument, donc on appelle, ça c'est une routine en fait, de pompier, il y a un argument qui va nous renseigner sur le type d'erreur. Et il peut faire des corrections, par exemple, corriger des structures de données qui ont été endommagées, ça dépend du programme. Peut-être que ici, on est en train de construire une structure de données, mais il y a l'exception, on ne peut plus le faire. Eh bien, c'est au pompier de remettre un peu la structure en état, hein, ou pas. S'il ne peut pas le faire, on passe la main au suivant. Jusqu'au moment où on trouve un pompier qui peut le faire. Donc ça, c'est l'idée. Et on invente des instructions pour ça. 2 nouvelles instructions pour ce concept. Ici, qui s'appelle try et raise. Et try, c'est plusieurs parties.
try. S1, c'est une instruction. Catch, catch, ça veut dire attraper. Hein. Raise, ça peut s'appeler aussi throw. Hein. Raise, c'est comme si on lève la main avec un petit drapeau. Hein. Ici, l'erreur. Mais par un certain langage, on dit throw, donc jeter. Hein. Et celui qui jette et l'autre attrape. Donc, je vais montrer avec un petit dessin. Donc, il y a un try. Là, il y a l'instruction. C'est une très grosse instruction, peut-être, et ça peut faire des appels de procédure, ça peut faire plein de trucs. Hein? C'est une instruction qui s'exécute. Il y a le catch, il y a l'identificateur. Il y a l'instruction S2, ça c'est le pompier. Donc ici, on va créer un contexte. On va créer un cercle comme ça, avec une frontière. Et si à l'intérieur, ici, on fait un raise, parfois le raise est implicite. Hein? Si on fait 1 divisé par 0, bah, c'est la division qui va faire un raise automatiquement. Donc on va faire un saut directement ici, jusqu'au pompier. Et le X, c'est l'argument qui nous renseigne sur l'erreur. Et les Y, ça sera le même. Donc en fait, on va capter les Y, et là, on va s'exécuter avec une information sur l'erreur. Hein. Peut-être l'erreur s'appelle div 0, on essaie de diviser par 0. Ici, on a encore un truc div 0, et on peut faire ce qu'il faut. D'accord? C'est un peu comme ça que ça marche. Et ça peut être simplifié. À l'intérieur de ça, on peut aussi faire un try. Donc on peut créer ce truc-là récursivement, hein, impliquer l'un dans l'autre. Et comment est-ce que ça marche? Ça marche par rapport à la pile. Donc il est très important de comprendre ce que ça fait, ce try et le catch. Cette instruction, et ça fait des trucs par rapport à la pile sémantique qui correspond à une pile d'exécution. Hein? C'est une séquence d'instructions sur une pile. Alors, qu'est-ce que ça fait? Le try, je vais d'abord vous expliquer, mais après je vais vous faire un diagramme et je vais vous montrer des exemples. Donc, on a la pile d'exécution. Ici, la pile d'exécution. Hein? Avec des instructions dessus, et ça s'exécute, et plus que ça s'exécute, quand il y a des appels récursifs, on peut faire des trucs sur le pile, ça grandit, ça devient plus petit. Quand on fait un try, on met un marqueur, un petit jeton, sur la pile, et on continue, comme ça. Ça veut dire, et on met le marqueur et on commence à exécuter S1. Ça, c'est l'instruction qui est protégée. Et il s'exécute. Voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut appeler des procédures, là. Et s'il n'y a aucune erreur, donc dans 99,999% du cas, il n'y aura pas d'erreur. Hein? Les erreurs sont extrêmement rares. Hein? Donc dans la plupart des cas, il n'y aura pas d'erreur. Et quand S1 est terminé, quand il est terminé, la pile devient de nouveau plus petit, on tombe sur le marqueur et on enlève. Il a été là pour marquer la frontière, mais on n'en a pas besoin. Donc dans 99% des cas, pas d'erreur. Donc le S1 s'exécute normalement et le marqueur est enlevé et voilà, c'est tout, fini. Donc dans la plupart des cas, rien. Mais un cas rare, un cas sur 1 million, ou même moins, on peut exécuter un raise ici. On fait un raise. Ici. Là, il y a un problème. Là, on est en train d'exécuter. Ici, il y a le truc. Et ici, il y a le raise. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un problème. Alors, ce qu'on va faire, on va vider la pile. Tout le reste à l'intérieur,
on annule l'exécution. Terminé. Finito. Voilà. On va vider le pile jusqu'au marqueur. Tout ça, ce sera vidé. Voilà. Donc tout le reste de l'exécution à l'intérieur du contexte, hein, tout ce qu'on voulait exécuter après, niet, on ne va pas le faire. Ok? Alors, on vide jusqu'au marqueur. Donc c'est le reste de l'exécution de S1. On annule. Alors, on exécute S2. Par contre, on a un environnement parce que Y doit être égal à X. Hein. Ici, un raise X, il y a un catch Y. On donne un bon environnement ici et on commence à exécuter le pompier, hein, celui qui protège. Il va avoir une information et il va essayer de corriger le tir, peut-être nettoyer les structures de données ou afficher un message, file not found, un fichier distant. Ou, si c'est Windows, vous avez fait une mauvaise manœuvre. Quoi? Moi? Non, c'est votre faute. Mais c'est toujours la faute de l'utilisateur. Hein? Il va peut-être afficher ça, exécuter S2. Et voilà. Et après, ça continue. Et l'exécution continue. Et quand S2 se termine, de nouveau le marqueur sera enlevé. Donc j'ai fait un dessin comme ça. Le marqueur il est déjà enlevé. Quand on met S2, on enlève le marqueur. Donc voici un chemin. Question? Oui, le Y dans try 4. Oui. Est-ce qu'on doit le spécifier nous-mêmes ou il existe un Y général? Non, ça c'est le programmeur. Si par exemple, ça peut être A, ici il y a une procédure P de A, hein, par exemple, et comme ça, quand on exécute le récupérateur ici, il va connaître la raison. C'est une façon d'informer la routine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il doit y avoir plein de trucs. Hein? Donc il y a une information qui passe entre le raise et le catch. Hein, c'est au programmeur de spécifier ça. Mais je vais expliquer ça. Ici, on peut définir ça purement avec des symboles. Hein, parce que ça, c'est l'exécution dans la machine abstraite que je vous montre. Hein. Je ne vous montre pas les environnements, je vous montre simplement la pile. Hein, c'est une pile. Ici, on a une pile. Ça, c'est le sommet. On fait le try, on met le marqueur, on met S1. Et là, il y a deux possibilités. Où le S1 s'exécute, il n'y a aucune erreur. Et donc, à un certain moment, S1, il est complètement exécuté. Et la partie de la pile est vide. Et il y a juste le marqueur qui reste. Et si le marqueur est au sommet, c'est comme un skip. Le marqueur, quand on le voit au sommet, on l'enlève et on ne fait rien et c'est fini. Ça, c'est la première possibilité. Et 99, quelque chose, plusieurs 9% du cas, on passe par là. Donc, le chemin par le bas est extrêmement rare. Et ce n'est pas pour ça qu'il est moins important. Hein. Les choses rares ne sont pas forcément moins importantes. Ici, il est très important, ce chemin, parce que si on fait bien là, si on ne traite pas bien l'erreur, le programme va se planter et ce sera un peu gênant. Donc ici, un cas sur 1 million, il y a eu, pendant l'exécution de S1, il y a eu un raise. Et qu'est-ce que ça fait, le raise? Il va vider la pile jusqu'à ce qu'il trouve le marqueur. Tout ça est vidé, parce qu'il peut y avoir plein d'instructions là. Le raise, plein d'instructions, il marque. Bon, il enlève tout ça. Il retombe sur le marqueur. Il enlève et il remplace par S2. C'est-à-dire celui qui gère, le gestionnaire, le récupérateur, le pompier qui gère l'erreur. Ça s'appelle recover. Donc, cancel execution et recovery. Et celui-là va regarder, peut-être qu'on est en train de construire un arbre
et ça n'a pas marché, bien la partie qui a été mal construite, il faut la réparer, il faut mettre autre chose. Donc parfois, il faut qu'il fasse un peu de boulot, celui-là. Ou il rejette tout, il met toutes les données à leur valeur initiale. Ça dépend. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc voici donc la sémantique des exceptions. Vous voyez que c'est par rapport à une pile. Le try-catch, c'est toujours par rapport à une exécution dans une pile. Plus tard, quand on va voir des programmes concurrents, on va voir plusieurs piles. Bien, une exception, ça marche que dans une pile, pas dans les autres. Donc, si on a un programme avec beaucoup de piles, et alors les exceptions, ce n'est pas la bonne manière de traiter ça. Ça marche que quand il y a une seule pile. Ce qui est souvent le cas. Quand on a une erreur, on a une exécution d'un programme qui a une erreur. Et tout ceci est récursif. Donc, dans S2, on peut aussi avoir une erreur. Il n'y a aucune garantie que S2 marche bien. Peut-être que dans S2, on fait bêtement une autre division par 0. Ah, c'est bête. Mais on espère qu'il y a un autre try-catch autour. On peut les imbriquer. Donc si ce S2 fait aussi une erreur, on va aller au contexte qui est au-dessus. Vous voyez, donc tout ceci peut être récursif. Et je vais vous montrer un exemple. Supposons on peut avoir plusieurs try-catch qui sont imbriqués. Ici, try-catch X. S'il y a une erreur ici, dans le contexte 3, on va exécuter S3. Mais si S3 a une erreur, ça peut arriver, alors on va dans le contexte S2, dans ce contexte-là. Donc le contexte S3 est à l'intérieur du contexte S2, et on va exécuter S2 pour réparer. Mais si S2 a une erreur, vous voyez l'idée, c'est récursif là. On peut avoir plein de try-catch imbriqués et ça marche très bien. Comme ça, c'est très modulaire. Si je fais un programme moi-même, une abstraction de données, et je mets un try-catch à l'intérieur, cette abstraction peut s'exécuter et peut être appelée par rapport à une autre partie du programme qui a son propre contexte d'exécution. Et là, c'est bon, ça va bien marcher. Je vous montre un petit dessin. Ça marche en général, c'est utilisé avec des abstractions de données. Ici, j'ai mon abstraction avec l'interface, souvenez, les opérations. Ça peut être un objet ou un type abstrait, comme on l'a vu la semaine dernière. Et ici, on peut avoir l'opération 1. L'abstraction peut essayer de se protéger par un try-catch. D'accord? Donc, s'il y a une erreur ici, c'est ce catch qui va l'attraper. On va essayer de corriger le problème pour qu'on ne voit pas le problème à l'extérieur. Donc, souvent, les abstractions de données vont créer leur propre contexte. Mais c'est modulaire. Si cette abstraction est appelée à partir d'une autre, ça va marcher sans problème. Par exemple, si je vais appeler ça abstraction A, ici j'ai abstraction B, sur la librairie par exemple, ici je vais utiliser A, je vais importer A, je vais faire une opération, je vais appeler donc 1, donc 2, qui vont être protégés. Et lui-même, il a une opération qui va être protégée par un try-catch. Vous voyez que cette abstraction sera protégée, il va appeler op 1, op 2, ils vont lui-même avoir d'autres try-catch. Vous voyez que
quand une abstraction appelle une autre, ça peut très facilement créer des contextes imbriqués. Et lui, là, abstraction A, il sait qu'elle sera appelée à partir d'autres abstractions qui ont peut-être d'autres contextes, mais elle s'en fout. Elle a son propre contexte pour protéger l'intérieur. Abstraction B fait un autre contexte, mais ce contexte ici de A sera l'intérieur du contexte de B. Voyez? Donc, très souvent, les contextes s'alignent sur les frontières des abstractions. C'est raisonnable. Hein? C'est un bout de code qui est un peu en tout, qui va ensemble, et souvent, on essaie de gérer les erreurs à l'intérieur, comme ça. Donc, on peut très facilement créer des contextes imbriqués comme ça. Et sur la pile, ça se voit comme ça. Hein? Chaque trait va mettre un marqueur. Donc, contexte 3, marqueur avec une instruction. Dans le contexte 2, il y a un autre marqueur. C'est le même marqueur. Donc, à chaque fois, il y a un marqueur, ça montre la fin d'un contexte et un contexte plus large. Le contexte 1, c'est le plus grand ici. Il a été créé en premier. Après, pendant l'exécution du contexte 1, on crée le contexte 2. Pendant l'exécution du 2, on crée 3. Et s'il y a une erreur dans 3, il peut être traité complètement ici dans 3. Et le contexte 2 n'a peut-être même pas besoin de le remarquer. Hein? Par contre, s'il y a une erreur qui arrive dans 3, et si 3 ne peut pas le gérer, alors 2 va le voir. Hein? Ça monte à un niveau plus haut. Et si 2 ne peut pas le gérer, ça va sur 1. Et s'il n'y a pas d'autre, si 1 ne sait pas le gérer, il n'y a pas d'autre au-dessus, alors à ce moment-là, on se plante. Hein? Et c'est fini. On essaye de pas que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Donc, comme ça, c'est très très naturel de voir des contextes imbriqués. Et chaque contexte est fait par un try-catch, avec la sémantique que j'ai donnée. Vous voyez, donc, c'est pas super compliqué, mais c'est comme un mécanisme bien ficelé. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Un exemple très simple, hein, parce que bon, il y a plein d'exemples. Si vous tapez Java Exception Example sur Google, vous allez tomber sur des tas d'exemples. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai défini une fonction eval et on donne une structure de données E qui correspond à une expression. Hein, times 5, 5, ça va donner 5 fois 5. C'est une sorte de calculette. C'est un interprète. Plus 23 times 5, 5, ça va donner 23 fois 25. Et là, il y a un case, plus xy, je vais faire un appel récursif, éval x plus éval y. Donc le plus va être une addition, le times va être une multiplication. Mais si je fais une erreur, là par exemple, plus, minus, mais il n'y a pas de minus là, et donc si ça n'arrive pas, je définis une bad expression. Le E est une mauvaise expression, je ne peux pas le traiter. Vous voyez, on utilise comme ça une exception pour marquer une mauvaise expression. Et je peux exécuter ça, browse ça, mais s'il y a une erreur, catch x, browse x, je vais donc afficher la mauvaise expression. Ça, c'est un truc qu'on peut essayer. Hein? Vous devriez essayer ça. Et vous voyez que le code reste très court ici. Il n'y a que la partie rouge. Mais maintenant, je vais vous donner qu'est-ce que ça fait s'il n'y avait pas d'exception. Si le langage n'avait pas d'exception et on voulait quand même détecter des mauvaises expressions. Alors, je vais vous montrer ça et ça va faire beaucoup plus de code. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Eval E, si on n'avait pas d'exception. Hein? On a le case E plus x, y.
on fait R égale x, mais on doit tester. Si R est une mauvaise expression, alors le résultat c'est mauvais. Sinon, on fait R2 égale y. Et si le R2 et le R sont bons, on peut faire R plus S2. Donc à chaque fois qu'on appelle la fonction, on doit faire un test. Là c'est un case, mais ça peut être plus là, sur le retour. Ça fait beaucoup plus de code, c'est plus compliqué là. Et ça c'est juste le cas plus. Le cas times, ici en violet, c'est le même. Ici on compte le nombre de lignes, tout ça fait 22 lignes au lieu de 10 lignes pour la première version. Hein? À chaque fois qu'on fait quelque chose qui pourrait être mauvais, il faut ajouter un test. C'est vachement chiant de faire ça. Surtout que, normalement, c'est rare, les erreurs. Hein? On ne veut pas que ça vienne souvent. Donc, les exceptions permettent de garder un code beaucoup plus lisible. Oui, question? Oui, je sais que le code juste après, ce n'est pas le langage noyau, mais est-ce que c'est la manière dont on doit traduire un try exec en langage noyau? Le try, on fait une extension. Le try, on ajoute au langage noyau. Donc, ce n'est plus le même langage noyau. Try et raise sont deux nouvelles instructions ajoutées au langage noyau. Parce que le problème, c'est que traduire ça en langage noyau sans try et raise, ça fait une traduction très compliquée. Et en fait, on n'a rien gagné après, parce que le langage noyau serait aussi compliqué que ça. Et donc, du coup, on étend le langage noyau avec try et raise. Parce que ici, j'ai carrément étendu la machine abstraite hein, avec les marqueurs, les opérations sur la pile. Hein. Comment est-ce qu'elle vide la pile jusqu'au marqueur? On ne peut pas faire ça normalement dans un langage, c'est un truc de sémantique. Ça. Et donc ici, j'ai carrément fait une extension de la machine abstraite. Hein. Donc, normalement, on ne va pas garder le même langage noyau parce qu'on n'aurait rien gagné. On peut le coder, on peut coder ceci comme ça, mais on n'a rien gagné. Donc, le but, c'est que le code reste simple, même le code du langage noyau. Et c'est pour ça qu'on étend le langage noyau pour que la traduction reste simple. Donc, try et raise font partie du nouveau langage noyau. Là, je ne vais pas vous trop le montrer, mais en fait, try et raise sont ajoutés en deux instructions et la machine abstraite est étendue. Et donc, c'est comme ça. Et comme ça, les choses restent très simples. Il y a une dernière instruction, try catch. Try et raise sont deux instructions qu'on ajoute. En fait, ça ne suffit pas. Il faut une troisième pour que ce soit un concept bien complet. Il y a une troisième qui s'appelle finally. Try catch finally. Parce que si on a try catch et raise, le récupérateur ne sera exécuté qu'en cas d'erreur. Et dans le cas normal, il ne sera pas exécuté. Mais quelquefois, il y a quelque chose qu'on doit exécuter dans les deux cas. Pas erreur ou erreur, on doit toujours exécuter quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a un try finally. C'est une opération qui doit toujours être exécutée. Et voici un exemple typique. J'ouvre un fichier, je vais faire quelque chose, un calcul, process file, avec le fichier, mais pendant ce calcul, il pourrait y avoir une erreur. Hein? Je lis les trucs du fichier et j'ai fait une division par zéro bêtement, alors je fais un raise à exceptional execution. Par contre, quand l'opération est terminée, je dois fermer le fichier.
Hein? Ça, c'est un truc d'un système de fichiers. Quand on ouvre un fichier, c'est un message au système de codation qui gère le fichier. Et à la fin, quand on n'a plus besoin du fichier, on doit le fermer. Mais on doit le fermer dans les deux cas, erreur ou pas erreur. Donc toujours. Donc le finally, c'est quelque chose qui s'exécute, erreur ou pas erreur. Try catch finally. Et ça, c'est donc quelque chose en plus du simple try catch et raise. Donc en fait, on a besoin de ces trois opérations pour avoir un concept qui est complet. Et tous les langages ont ça. Et je vais maintenant vous expliquer un peu comment ça marche en Java. En Java, c'est très orienté objet. Donc une exception, c'est un objet qui hérite de la classe exception, qui est elle-même une sous-classe de throwable. Hein, c'est très bien ficelé. Il y a deux types d'exceptions en Java. Parce que Java, c'est un langage statiquement typé où le compilateur va vérifier les types. Mais on ne peut pas toujours faire ça pour les exceptions. Et donc, en Java, il y a deux types d'exceptions, checked et unchecked. Les checked exceptions, ce sont des exceptions dont le compilateur va vérifier que tout est bien. Hein? Vous déclarez des exceptions pour une classe, et toutes les méthodes vont raise, throw, hein, des exceptions de cette classe. Mais il y a aussi des unchecked, des exceptions qui peuvent arriver sans que le compilateur puisse vérifier. Hein. Il y a des exceptions extrêmement vagues qui peuvent toujours arriver en fait. Hein. Runtime exception. Eh bien, peut-être qu'un rayon cosmique est passé dans un des transistors, a basculé la valeur de ce qui était stocké dedans, et ça donne une erreur comme ça, totalement imprévue. Là, c'est un truc qu'on ne peut pas déclarer, et là, c'est un exemple de unchecked exception. Okay? Par contre, si vous définissez vous-même des exceptions, il faut toujours utiliser le checked. Hein? En fait, les exceptions font partie de l'interface. Ici, s'il y a une exception qui peut être raised là, qui peut sortir, en fait, ça fait partie de l'interface de l'abstraction. Il faut donc le déclarer. Okay? Donc, je vous donne juste un peu, voici la syntaxe en Java. Try, catch, hein, et throw. Donc, en Java, l'idée c'est qu'on jette une exception, throw, une sorte de ballon qu'on jette, et catch, c'est on attrape. Hein? Il y a des langages qui, au lieu de throw, ils disent raise. Raise, c'est lever la main, c'est un peu comme on lève un petit drapeau, comme ça, raise. Et donc, ça dépend du langage. En Java, c'est throw, catch, et après, il y a aussi le final. Et là, il y a des types d'exceptions qui sont checkés par le compilateur. Hein? Ça, c'est Java. Vous voyez que ça ressemble beaucoup. Hein? En fait, les concepts d'exception se ressemblent très, très fort dans tous les langages, et chaque langage a ses petites différences. Mais l'idée est exactement la même, et la sémantique, c'est la même. Et enfin, je peux terminer sur un truc de style, la bonne manière et la mauvaise manière. Je vous donne un exemple d'une bonne manière d'utiliser les exceptions. Ici, hein, ça c'est en Java. While not stream end of file, process stream next token. C'est bien. Et quand on est à la fin du stream, on va avoir end of file et on va exécuter le final. Parce qu'il s'exécute toujours. Par contre, s'il y a une erreur là, on va aussi exécuter le final. Parce que le finally s'exécute toujours. Et donc, quand le stream se ferme normalement, ou il y a une erreur, dans les deux cas,
on va fermer très bien, gentiment le string. Ça, c'est un bon style. Mais je veux aussi vous montrer un mauvais style. Il y a des programmeurs qui pensent que les exceptions, c'est comme n'importe quoi. Ils l'utilisent pour faire des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Hein? Il y a des programmeurs qui utilisent des exceptions pour faire des exécutions normales. Une exception, ça doit être un truc très rare, qu'on ne voit presque jamais. Ici, c'est une mauvaise expression. Ici, regardez ce que je fais. For, point, virgule, point, virgule. Donc ça, c'est une boucle infinie. Process tree next. Je ne fais pas de test pour end of file ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand j'arrive à la fin et j'essaie de faire un next, et je suis à la fin, je vais avoir une exception, bien sûr, parce que j'essaie de lire un élément et il n'y en a plus. Et là, on a un string end exception. Et à ce moment-là, on ferme. Donc, on utilise les exceptions pour un truc normal. Ça veut dire un truc qui arrive dans une exécution normale, parce qu'on doit toujours fermer le string quand on exécute. End of string, c'est complètement normal, ce n'est pas une erreur. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une vraie erreur? Parce que là, on utilise les exceptions pour un truc qui n'est pas une erreur. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a une vraie erreur arrive maintenant, qui n'est pas normale? Eh bien, on va mélanger l'exécution normale et l'exécution erronée. Et ça, c'est très, 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 très mauvais. Si après, on veut changer le code, ou maintenir le code, les erreurs et les normales doivent rester bien séparées. Parce que la partie normale peut changer si on change le code. La partie erreur peut changer. Mais si on les mélange, à ce moment-là, si on change la partie normale, on doit repenser complètement la partie erreur. Aïe, non, c'est très mauvais. Donc, on ne veut pas mélanger normal et erreur. Et ça donne une énorme quantité de maux de tête, d'ulcères, des cheveux gris, des tas de problèmes qu'on ne peut pas obtenir. Donc ça, c'est un conseil pour vous, c'est jamais considérer des exceptions comme un truc normal. Ça doit rester rare. OK? Ok, donc ça c'est un peu tout sur les exceptions. Plus tard, dans plusieurs semaines, vers la fin du cours, je vais vous parler d'un autre système qui s'appelle Erlang, qui traite les erreurs de façon complètement différente des exceptions. C'est une toute autre manière de traiter, et à ce moment-là, je vais les comparer. Donc les exceptions, c'est une manière très particulière qui marche bien avec des langages comme Java, mais il y a d'autres manières. Et vers la fin du cours, je vais vous expliquer ça, et à ce moment-là, on va les contraster. C'est très intéressant. Mais pour l'instant, ceci, c'est plutôt pour les langages classiques. Ok, maintenant, en fait, les exceptions, je considère ça comme faisant partie du cours de la dernière semaine sur les abstractions, parce que c'est très lié à la construction d'abstraction. Donc maintenant, je vous fais des conclusions, parce qu'on va rentrer dans un autre volet du cours sur la programmation concurrente. Donc je vais faire quelques conclusions de ce que nous avons fait sur les abstractions de données et les exceptions. D'abord, je parle de Java et Scala. Java, c'est un langage qui a été fait pour gérer l'abstraction. C'était très très bien à l'époque, début des années 90, des vraies abstractions bien encapsulées, aussi avec de garbage collect, ramassage de miettes, dont je vais parler plus tard. Donc la gestion de mémoire bien simplifiée, avec des objets et des types abstraits. Typiquement, les entiers en Java sont ou des objets ou des types abstraits. Et le principe de la conception anti-objet est bien soutenu
Le principe de substitution ou le principe de Liskov. Je ne sais pas si vous avez, comment vous avez appelé ça, hein? Un programme qui marche avec un objet d'une certaine classe doit aussi marcher avec des objets des sous-classes. Et ça, c'est un principe qui est très fortement soutenu par Java. Et après, il y a un autre langage, Scala, qui a été inventé 10 années plus tard que Java. Et il y a beaucoup très utilisé. Ça utilise la même machine virtuelle que Java, donc c'est complètement connectable, on peut les faire communiquer sans problème. Et Scala ajoute deux choses. D'abord, la programmation fonctionnelle. Java, c'est juste orienté objet, mais en Scala, on peut faire la programmation fonctionnelle, et en Scala, tout est un objet. Ça, c'est très intéressant. Au principe, même les fonctions sont des objets. Donc, Scala est un langage beaucoup plus expressif, et je vais donc faire un peu de pub pour Scala ici. Scala, en tant que successeur à Java, on appelle parfois Scala un couteau suisse, et c'est peut-être parce que Scala a été inventé en Suisse, à l'EPFL par Martin Modelski, mais il y a des gens qui l'appellent couteau suisse. Ok, donc on termine donc la partie du cours sur l'abstraction de données. Vous voyez, c'est pas énorme, hein? J'ai parlé des objets, des types abstraits, des exceptions. J'ai ajouté des cellules pour modéliser le temps. Par contre, je n'ai pas de technique de orienter objet parce que je considère que vous avez déjà vu ça. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà vu. Je considère que vous connaissez bien cette technique-là. Et donc, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est trois trucs. La programmation fonctionnelle, la réduction, invariant, higher order. On a aussi introduit la sémantique. On a une sémantique complète. Je n'ai pas montré des choses sans montrer leur sémantique. Donc, rien n'est caché. Vous avez la sémantique de tout, y compris une introduction aux langues de calcul. Et enfin, on a parlé d'abstraction de données, l'état des objets et des abstraits. Donc ça, c'est les trois choses que nous avons déjà vues. Maintenant, on passe à un autre volet, la programmation concurrente. Et ça, c'est un énorme volet, super important. Et c'est ça que nous allons faire à partir de maintenant. Donc, le reste du cours, ce sera des choses autour de la programmation concurrente. Donc, comme ça, on passe de la première moitié du cours à la deuxième moitié. Donc, je vais faire une pause et après, on va commencer avec la programmation concurrente. Maintenant, on passe à la deuxième moitié du cours et le thème principal de cette deuxième moitié, c'est la programmation concurrente. Et c'est extrêmement vaste et vous allez voir ce que c'est. D'abord, la programmation concurrente, qu'est-ce que ça veut dire? La concurrence, on ne parle pas de... c'est pas de la compétition. En informatique, la concurrence, c'est quand on a plusieurs choses. Je parle d'activités qui évoluent en même temps, qui sont indépendantes. Des activités qui progressent indépendamment. Et le monde réel, il est clairement comme ça. Tout le monde vit sa vie, tout se passe en même temps. Tout. Les êtres humains, les chats, les souris, les oiseaux, tout se passe en même temps. Donc le monde réel est concurrent, rempli d'activités qui sont indépendantes à la base, peuvent interagir, mais à la base sont indépendantes et évoluent de façon indépendante. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ça dans les programmes. Jusqu'à maintenant, tous les programmes, c'était une séquence
c'était une activité qui progressait, une seule. C'est un peu pauvre, mais maintenant on va passer à plusieurs dans le programme. Et d'abord, je vais vous montrer, il y a 3 niveaux. Dans le système informatique, il y a 3 niveaux de concurrence. Il y a ce qu'on appelle les systèmes distribués ou répartis. Ce sont des ordinateurs liés par un réseau. Une activité, ça s'appelle un nœud, ou un ordinateur. Ce truc-là, c'est un nœud dans l'Internet. Typiquement, c'est l'Internet, le plus grand réseau, mais il y en a pas d'autres réseaux, c'est plus petit. Et chaque nœud a ses propres ressources. Cette chose-là a une mémoire, un processeur, un affichage. Ce sont des ressources. Les ressources sont des choses dans le monde réel dont on a besoin pour fonctionner. Comme la nourriture, par exemple, ou les puissances qui viennent par les connexions électriques. Donc ici, chaque nœud a ses propres ressources. De la mémoire, un processeur, un CPU, un disque, d'autres trucs, qui sont des objets dans le monde réel qui offrent les facilités nécessaires pour le nœud de marcher. Donc ça, c'est le premier niveau. Et donc, tous les ordinateurs tournent en même temps, c'est concurrent. Et après, il y a un deuxième niveau, c'est à l'intérieur de cet ordinateur, il y a ce qu'on appelle un système d'exploitation, operating system, c'est la gestion d'un ordinateur, management. Et donc, à l'intérieur d'un ordinateur, il y a aussi des activités concurrentes. Il y en a plein, des centaines. Si vous allez trouver un logiciel qui s'appelle moniteur d'activité et autres, selon le système, ça a des noms peu différents. On vous montre toutes ces activités, combien de mémoire elles utilisent, quel est le pourcentage du processeur dont ils ont besoin, est-ce qu'ils utilisent le réseau, etc. Ce sont des activités indépendantes. Ça s'appelle un processus. Et la différence entre un nœud et un processus, c'est que tous les processus se partagent les mêmes ressources. Comme un ordinateur, chaque ordinateur a sa propre mémoire, les processus se partagent la mémoire. Chaque processus a un espace de mémoire séparé, mais en fait, derrière les polices, c'est les mêmes transistors qui stockent tout ça. L'indépendance est un peu une illusion parce qu'ils se partagent les ressources. Si un processus a besoin de beaucoup de ressources, il resteront moins de ressources pour les autres. Et enfin, il y a le troisième niveau, c'est à l'intérieur d'un processus. Donc un processus, c'est ce qu'on appelle l'exécution d'un programme. Tous les programmes que je vous ai montrés, en fait, ce sont des processus. Et on peut aussi avoir des activités concurrentes à l'intérieur d'un processus. Et ça s'appelle un thread ou un fil. Et la différence entre un thread et un processus, c'est que tous les threads se partagent le même espace de mémoire. Donc tous les threads voient les mêmes cases. Par contre, les processus ont des espaces indépendants. Ils ne voient pas, ils ont des cases indépendantes et l'ordinateur est construit de telle façon qu'ils ne peuvent pas voir les cases de l'autre. Ça s'appelle la mémoire virtuelle. Donc vous voyez, ça c'est le troisième niveau. Tout ça c'est concurrent et donc le monde est ultra concurrent, même en informatique. Et jusqu'à maintenant, les programmes étaient séquentiels. C'est vachement limité. On a une énorme activité qui se font en même temps, mais les programmes jusqu'à maintenant, c'est juste une activité. C'est un peu limitatif. Maintenant, on va aller corriger ça. On va faire la programmation concurrente. Donc, vous voyez que la concurrence est très naturelle.
beaucoup d'activités sont indépendantes. Hein? Indépendant et concurrent, c'est un peu des synonymes. Deux activités indépendantes sont concurrentes. Indépendante, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien, chaque activité évolue à son rythme, mais c'est la même chose à dire qu'elles sont concurrentes. Hein? Donc indépendance et concurrence, c'est un peu des synonymes. Et quand je parle de concurrence, on peut aussi penser indépendance. Donc on veut écrire des programmes avec beaucoup d'activités indépendantes. Des dizaines, centaines, des milliers, beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas fait ça. Donc un programme concurrent, il y a donc plusieurs activités qui existent et qui évoluent en même temps, simultané, et à la limite, elles peuvent communiquer et synchroniser. Ça, c'est une chose qui se passe dans un système concurrent. Si on a deux activités indépendantes, il est possible qu'elles communiquent. Hein. Quand je vous parle, vous m'écoutez, on est en train de communiquer. Donc il y a la communication, c'est une information qui passe d'une activité à une autre. Il y a aussi ce qu'on appelle la synchronisation. Une activité attend une autre. Hein? Je fais une réunion avec quelqu'un et j'attends que l'autre personne arrive. Ça, c'est une synchronisation. Et une fois que l'autre est là, on peut discuter, il y a de communication. Donc il y a synchronisation et communication, ce sont deux manières ou des activités d'interagir entre elles. Okay? Et donc, on va faire ça aussi dans le programme. Vous faites ce qu'on se fait. Hein? La concurrence, avertissement, en fait, dans les programmes, ça peut être très compliqué. Ça fait beaucoup de difficultés. Et tellement que, à un certain moment, il y a 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas pensé à enseigner la programmation concurrente en deuxième année. Hein? Quand j'ai voulu faire ça, c'est un moment que je me souviens toujours, il y a 20 ans, j'ai dit, je veux donner un cours de programmation en deuxième année, c'était un bac à l'époque, et je veux parler de la programmation concurrente. Il y a un collègue qui dit, mais non, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça, c'est trop compliqué, leurs têtes vont exploser, etc. Ah. Eh bien, mais je l'ai fait à ma manière, et ça a bien marché. Et après, bon, vous allez voir si c'est trop compliqué ou pas. Hein. Je ne pense pas. Je vais vous introduire une façon de faire la programmation concurrente qui s'appelle concurrence pour les nuls. J'appelle ça comme ça parce que c'est très simple. Donc la concurrence en général est très compliquée. Et nous allons voir un peu ça. Il y a un truc qui s'appelle le non-déterminisme, il y a les race conditions, les courses, réentrance, le deadlock, le livelock, le faire de ce système équitable, les données partagées doivent être cohérentes. Hein? S'il y a 5 ordinateurs qui travaillent sur un réseau, ils s'envoient des messages et ils doivent se mettre d'accord sur quelque chose, on s'envoie un message, c'est pas évident, en fait. Hein? Donc c'est pas évident. Et en Java, ils ont ce qu'on appelle les objets synchronisés. Ça s'appelle aussi des moniteurs. C'est très difficile. Donc, je ne le vois pas ici. Hein. Je ne veux pas voir ça ici. C'est dans le cours suivant. Je ne préconise pas ça. Pour moi, il ne faut jamais utiliser ça. Le problème, c'est qu'il y a des millions de lignes de code qui utilisent ça. Donc, si vous allez dans une entreprise, vous allez probablement confronter avec ça, avec de la concurrence en Java. Et c'est très mauvais, en fait. C'est très compliqué. Je vais vous montrer un truc mieux que ça. Donc, en Erlang, ça c'est un autre langage, et Scala aussi, il y a ce qu'on appelle des acteurs. Ce sont des activités qui s'envoient des messages, comme s'écrivent des lettres. Ça c'est mieux. Et enfin, il y a ce
il y a ce qu'on appelle le grade, Holy Grail, la programmation concurrente. Est-ce qu'on peut la faire simple? Aussi simple que la programmation séquentielle. Et pendant longtemps, les gens pensaient que ce n'était pas possible. Mais en fait, c'est possible et c'est ça que je vais enseigner. Je vais vous enseigner une forme de programmation courante qui est en fait le meilleur paradigme. Petit à petit, les gens commencent à comprendre ça. Pour des raisons historiques, quelqu'un qui a été élevé et qui ne connaît que Java, il ne va jamais voir ça. C'est très bête. Hein? Parce que c'est la meilleure forme de programmation concurrente. C'est ça qu'on va voir principalement. Ça s'appelle techniquement le data flow déterministe, mais on peut aussi appeler ça la concurrence pour les lignes. Vous allez voir, c'est vachement amusant et agréable, très facile. Hein? Par contre, les concurrences en Java, c'est très compliqué. Je vous le donne dans ce cours 11.31 parce que quand vous allez dans une entreprise, vous allez être confronté à ça. Donc il faut le connaître. Hein? Si je pouvais, j'éradiquerais ça du monde entier, mais je ne peux pas. Donc il faut l'enseigner. Et avec des systèmes sur les réseaux, des systèmes distribués, et des systèmes qui peuvent tomber en panne, ce qui s'appelle panne partielle, parce qu'une partie du système tombe en panne, le reste continue à tourner, c'est encore plus compliqué. Mais ça, on ne peut rien faire. Le monde est fait comme ça. Sur l'Internet, il y a des ordinateurs qui tombent en panne. On n'y peut rien. Hein? Et donc, il faut gérer ça. Et ça, c'est, si ça vous intéresse, comment faire ça. Ça, c'est expliqué dans le cours Info 2345. Ça, c'est un cours de Master 1. Ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Ça, je vous donnerai pas. C'est juste, je vous indique que les programmes concurrents sur les réseaux qui peuvent tomber en panne, ça reste un peu compliqué. Mais nous n'allons pas voir ça. Ce que nous allons voir, ça s'appelle le data flow déterministe ou le concurrence pour les nuls. Je vais vous introduire ça. En fait, on va y aller. Après ce transparent, on va commencer à exécuter. En fait, il y a trois façons de faire des programmes concurrents. Il y a le meilleur, data flow déterministe. Ce n'est pas simplement moi qui l'ai dit. C'est le meilleur. Vous allez le voir. Et c'est un peu comme la programmation fonctionnelle. Vous allez voir ça. Il y a deux autres. Il y a ce qu'on appelle la concurrence en message. Ça, c'est Erlang et Scala. Des activités qui s'envoient des messages comme des lettres. Ça marche relativement bien. Et dans ce cours, je vais vous donner une introduction à Erlang à la fin. Parce que c'est une très très bonne manière de gérer la concurrence dans le système où on peut avoir des pannes ou autre chose. C'est en fait le meilleur système qui marche en ce moment. Et en fait, vous avez déjà exécuté du code Erlang, au moins certains d'entre vous. Voilà. Vous savez qu'écrire un programme qui tourne sur l'Internet sur des millions d'ordinateurs qui peuvent tomber en panne, avec des connexions qui peuvent avoir des problèmes, ça n'a pas l'air facile. Hein? Mais ça existe, ces programmes comme ça. Et un exemple important, ce sont les jeux, le gaming. Hein? Par certains vieux, par moi, le gaming est considéré comme oh là là, c'est l'addiction de notre jeunesse, etc. C'est pas bon. Mais par d'autres personnes, le gaming est vu comme une sorte de porte vers l'avenir. Des jeux qui deviennent de plus en plus réalistes, performants. Et un grand jeu, c'est autant de travail pour faire ça que de faire un grand film. Et je vais simplement vous donner un exemple. Donc il y a un jeu, une séquence de jeux qui s'appelle Call of Duty. Vous connaissez ça? Est-ce qu'il y en a qui ont joué ça? Un peu? Oui. Alors vous avez exécuté du code Erlang.
Parce que Call of Duty, la gestion de tous ces millions d'ordinateurs de joueurs est faite en Airbus. Et la société qui l'a fait, elle s'appelle Demonware. Ils ont commencé à faire ça en C++, et ça n'a jamais marché. Mais en fait, ça marche assez bien, jusqu'à millions de. On voit que pour faire des programmes concurrents à grande échelle, il faut les bons outils. Ok, mais ça, nous n'allons pas jusqu'à là. Je vous mentionne Message Passing Airline, et je vous mentionne Shared State, concurrence à état partagé. C'est quand tous les threads voient les mêmes données, ils essaient de modifier les mêmes données sans se mêler les pattes. Ça, c'est la façon dont Java fait la concurrence. C'est très compliqué. Ça, on va voir dans ce Mais tout de suite, on va se concentrer sur le plus simple et qui est en plus le meilleur. Donc, si on peut l'utiliser, c'est celui qu'on doit faire. Ok. Je vais maintenant vous commencer. C'est très simple. On a une variable. Je vais commencer par une variable. Un var, qui n'est pas encore dans le mémoire. Y égale x plus 1, browse y. Et x, voilà. X n'est pas encore lié. Et qu'est-ce qui se passe? L'addition ne peut pas marcher parce que x n'a pas de valeur. Y égale x plus 1, x n'a pas de valeur. Ça c'est la clé du data flow. Et je vous explique ce qui se passe. Quand je fais y égale x plus 1, on attend le x. Dans le langage C, c'est un langage très primitif. On peut faire l'addition, et x, c'est une case mémoire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas. Garbage, hein? C'est un truc quelconque comme mémoire. On fait l'addition, et on s'en fout. Hein? On avance. Donc le résultat ne veut rien dire dessus. En Java, c'est mieux. On suppose que la valeur de x, s'il n'est pas initialisé, il est 0. Hein, si on a un attribut d'un objet qui est un entier, le compilateur va désigner 0. Donc on fait 0 plus 1. Et il y a d'autres langages qui font autre chose. Prolog, il y a une erreur. Ça c'est raisonnable parce qu'on ne peut pas faire l'addition x plus 1, x n'a pas de valeur. En Java, ça va aussi être une erreur si x est une variable locale. Ce n'est pas un attribut d'objet, mais une variable locale parce qu'il n'y a pas de valeur. En Oz, c'est tout différent. Si je fais x plus 1, qu'est-ce qui se passe? L'addition va simplement attendre. L'exécution s'arrête. Ça ne termine pas. Il s'arrête à ce moment-là, à cet endroit, juste avant l'addition. J'attends. Et quand x a une valeur, l'exécution continue. Si quelqu'un fait x égale 5, à ce moment-là, l'addition peut continuer. Ça s'appelle le data flow, le flow des données. C'est la disponibilité des données qui gère. Donc le x plus 1 attend jusqu'au moment où quelqu'un lui donne la valeur x. Ça s'appelle l'exécution data flow. En fait, c'est très simple, et je vais vous montrer des exemples de ce que ça donne. Donc ça c'est très bien. C'est très civilisé, là, parce qu'il y a une erreur. C'est pas très gentil, une erreur. C'est irrévocable. Le programme se plante. Ah, c'est nul. Une valeur garbage value, c'est encore plus nul. Mais attendre la valeur, c'est très civilisé. On attend que la valeur arrive. Et je vous donne en dernier point ici un autre paradigme qui s'appelle la programmation par contrainte, qui est encore mieux. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on considère y égale x plus 1 comme une équation.
c'est ajouté à un ensemble de contraintes et le système va trouver une solution. C'est super sophistiqué, très incroyable. On a de la chance qu'ici, dans le département, on a plusieurs experts en programmation par contrainte. Ça, c'est un truc aussi fort que le machine learning. C'est extrêmement fort et je donne une petite pub pour le cours Info 2365, programmation par contrainte. Donc, c'est la meilleure façon pour certains programmes. Okay? Donc, pour certains types de programmes, il n'y a rien de mieux que ça. Okay? Mais nous allons faire simplement une exécution cognitive. Ok, on va garder. Voici notre programme. Y égale x plus 1. X c'est global, on déclare x. Y c'est local. Après on fait browse Y. Donc l'exécution s'arrête là. L'addition ne peut pas continuer parce que x n'a pas de valeur. Mais il n'y a pas d'erreur, hein? L'addition va simplement attendre jusqu'à ce que la valeur arrive. Jusqu'à ce que quelqu'un nous donne la valeur. Qui pourrait lui donner cette valeur? Très simple. Une autre activité. On a un système avec plusieurs activités. Ça, c'est une activité ici. Cette activité est obligée d'attendre. Si une autre activité fait x égale 20, alors ça va faire marcher la première activité et l'addition va continuer. 20 plus 1, 21, affiché 21. Ça s'appelle exécution data flow. Les deux activités communiquent et attendent les valeurs et communiquent en donnant les valeurs. C'est le flow, donc les données qui bougent entre les activités qui font le calcul. Je fais un petit dessin de ça. Ici, on a la première flèche de l'activité A et les instructions qui s'exécutent. Et la deuxième flèche de l'activité B. Ici, on commence au point 1, y égale x plus 1. L'activité E va attendre. Waits patiently, patiemment. Il n'y a pas de time-out. Il attend. Il peut attendre des années à cet endroit. Il ne va jamais faire autre chose qu'attendre. Et supposons que l'activité B fait x égale 20, alors l'activité A voit ça et peut continuer. Et à ce moment-là, on fait l'addition 20 plus 1, y égale 21, et l'activité A continue. OK? Donc, l'activité A attend jusqu'à ce que B fait x égale 20. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Supposons que x égale 20 se fait avant, x égale 20 se fait avant le y égale x plus 1, alors l'addition va tout de suite voir le 20. On fait 20 plus 1 et il n'y a même pas besoin d'attendre. Et dans les deux cas de figure, les résultats c'est le même, 21. Donc, si l'activité B est lente, ça force l'activité A à attendre. À un certain moment, B continue et A continue. Mais si l'activité B est rapide, A ne doit pas attendre. Mais dans les deux cas, le résultat, c'est le même. Le résultat ne dépend pas de la vitesse relative des activités. C'est toujours le même. Et ça s'appelle le déterminisme. Okay? Ça, c'est l'idée. Tout est construit là-dessus. Il n'y a rien d'autre comme idée. Tout le déterminisme data flow est construit sur l'idée qu'une activité qui attend et une autre qui donne. Et tout le reste ce sont des techniques de programmation. Hein? C'est le seul concept qu'on utilise, en fait, dans les activités. Donc, je vais maintenant faire des exemples. J'ai pas d'activité. Donc, on va avoir une instruction
qui crée une activité. C'est logique, hein? Une activité sur des instructions qui s'exécutent. Eh bien, il est clair qu'il faut pouvoir créer une activité. Et c'est ça, le concept qui crée une activité s'appelle un thread. Thread, ça veut dire un fil. Hein? Donc il y a une intuition, un fil ou une corde, c'est, on voit comme une séquence d'instructions. Hein? C'est ça, ça s'appelle un fil ou un thread. Une activité, c'est une séquence d'instructions. On va donc ajouter ça au langage. Donc on va étendre le langage Noyo, on ajoute le concept de thread. Un thread est séquentiel. Donc une activité, c'est comme un programme qu'on avait fait avant, et les threads sont indépendants. Hein? Et je vais vous donner la sémantique de ça. Ça s'appelle une sémantique d'entrelacement. Bon, je vais expliquer ça plus tard. Mais ça veut dire que tous les threads avancent à peu près en même temps, mais pas exactement en même temps. Parce que supposons qu'il y a un processeur, en fait, il va exécuter des petits bouts de chaque thread en les choisissant. Mais ça va tellement vite qu'on a l'impression que tous les threads avancent en même temps. Okay? Et chaque thread va recevoir une partie équitable du processeur. S'il y en a deux threads, ils vont se partager 50%. Hein. Si on a 3, ça serait un tiers par thread pour les processeurs. Et les threads peuvent communiquer s'ils partagent une variable. Hein, ici, on voit, si chaque activité c'est un thread, la variable x est partagée entre les deux. Okay? Bon, je vais vous donner quelques exemples maintenant. C'est important. Vous avez un exemple. Tout ce que je dis, ce sont du code qu'on peut exécuter directement. C'est pour ça que le langage pose très bien. Bon, je fais ça pour ouvrir le browser. Je déclare x, donc house x. Donc x n'a pas de valeur. Vous voyez, c'est juste x qui s'affiche. Je vais faire un peu plus grand. Juste x. Je vais faire avec un y. House y. C'est y. Je peux dire y égale x plus 1. Ça, c'est une activité. Et dans le système Mozart, à chaque fois que je donne un bout de code, en fait, on va créer un thread. Donc, j'exécute ça. Je viens de l'exécuter. Y égale x plus 1. Mais il ne se passe rien. Ben, pourquoi? Parce que le x n'a pas de valeur. L'addition ne peut pas continuer. Et si je fais x égale 20, l'affichage va changer. Pas simplement le x, hein. Le y, l'addition va pouvoir avancer, et le y va aussi changer. C'est du vrai data flow. 20, 21. Vous voyez ça? C'est un peu magique. Ça, c'est le data flow. Donc, on a une instruction très très simple. Là, je ne l'ai pas tapé parce qu'à chaque fois qu'on donne un bout de code au Mozart, c'est automatiquement dans le thread. Si je fais thread browse x plus 1 n, on va créer un thread qui va faire x plus 1, mais il ne va rien afficher parce que l'addition va attendre. Et le browse vient après l'addition. Et donc, le thread est une séquence. Hein, je ne peux pas faire x plus 1, donc je ne peux pas encore faire le browse. Et si j'ai un autre thread qui fait x égale 1, une fois que je fais x égale 1, le premier peut commencer, peut continuer. Donc c'est un tout petit programme, hein, avec deux threads.
vous montrer comment ça marche. Browse x plus 1 et x égale 1 n. Si j'exécute ça, les choses vont aller très vite là. Je vais créer deux threads qui vont tous les deux s'exécuter. Et ces deux activités, et comme ce sont des activités indépendantes, on ne peut pas dire qui va s'exécuter en premier. C'est super important. Hein? On a deux activités indépendantes. Donc, peut-être que le deuxième va être plus vite, ou c'est peut-être le premier qui va être plus vite. Vous voyez, et ça c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. Les threads sont totalement indépendants. Donc, si j'exécute ça, il y a en fait deux possibilités. Ou le deuxième va être plus vite, et on va x égale 1, et après on va faire le deuxième. Donc 1 plus 1, c'est 2, browse 2. Donc on va afficher 2, si le deuxième est plus vite. Et si le premier est plus vite, le premier va essayer de faire x plus 1, mais comme le x n'a pas encore de valeur, il va attendre. Et on attend, il s'attend là, et le deuxième peut maintenant s'exécuter, fait x égale 1, et du coup le premier va continuer, et il va aussi afficher 2. Donc dans les deux cas de figure, on affiche 2. Le même résultat. Donc les deux threads peuvent s'exécuter dans n'importe quel ordre, et les résultats seront toujours les mêmes. Ça c'est important. Je veux maintenant vous montrer un peu du data flow pour fixer vos intuitions là-dessus. Je vais ça avec un dessin. J'ai maintenant 4 variables avec x0, x1, x2, x3. J'ai deux traits et après j'ai un bloc. Donc j'ai une addition, j'ai 1 plus x0 plus x0, ça donne x1. Ça va s'exécuter dans un trait. Je vais le dessiner comme ça. Et le x1 va être donné à une autre addition, plus x2. Ça va faire x3. Et après, on va faire un browse de tout. Et les variables ici ne sont pas liées. Donc x0 n'a pas de valeur, x2 non plus. Donc cette addition ne peut pas continuer. x1 n'a donc pas de valeur. Et x2 non plus, donc la deuxième addition ne peut pas continuer non plus. Et je vais vous expliquer ça. Vraiment, la façon de comprendre ça, c'est de... Attendez, je vais vous faire ça. Je vais faire les mêmes. Je vais faire x0, x1, x2, x3. Thread x1 égale 1 plus x0. Un autre thread x3 égale x1 plus x2. Browse x0, x1, x2, x3. Voilà. Je vais maintenant vous montrer le curseur et ça. Alors, si j'exécute ça, qu'est-ce qu'il va afficher? Et là, maintenant, on commence, il faut réfléchir un peu. Qu'est-ce que va faire ce programme quand on exécute? On va créer 4 variables. On va créer un thread qui va faire x1 égale 1 plus x0. On va créer un deuxième thread qui va faire x3 égale x1 plus x2. Et on va faire un browse. Et le browse n'est pas dans un des deux threads. Ces deux threads qu'on vient de créer vont attendre. Parce que le x0 n'a pas encore de valeur, et le x2 non plus.
Du coup, les x1 ne peut pas encore avoir de valeur, ni les x3. Donc, si j'exécute ça, qu'est-ce qui va s'afficher? Oui? La liste avec x0, x1, x2, x3. C'est ça. Il y a le browse qui peut s'exécuter là, mais un browse peut afficher des variables même quand il n'y a pas de valeur dedans. Voilà, x0, x1, x2, x3. Il n'y a pas encore de valeur. Si je fais maintenant x0 égale 10, qu'est-ce qui va se passer avec le data flow? X0 va être égal à 10. Le browse, il marche avec le data flow. Hein. Le browse, il attend sur chaque variable, et quand la variable a une valeur, il change son affichage. Donc le browse, il est fait pour bien marcher avec le data flow. OK? Et donc, si je fais x égale 10, comment est-ce que l'affichage va changer? Le x0, il va devenir quoi? 10. Et x1 va changer ou pas? J'ai un thread qui attend là. Il est là, ce thread. Il est là-dedans. C'est un petit démon très impatient qui veut faire une addition. 1 plus x0. Il attend x0. Donc ce petit démon, il est là, dedans, bien vif. Donc si je fais x0 égale 10, qu'est-ce qui va se passer là? Et x1 va afficher quoi? 11, hein? Parce que le petit démon va pouvoir avancer. Et les x2, mais non, les x2 n'a pas encore de valeur, mais les x3, bah, les x1 va devenir 11, donc les x1 est un argument ici. Mais les x3 n'a pas encore de valeur parce que les x2 n'est pas en valeur. Donc, si je fais x0 égale 10, c'est x0 et x1 qui vont changer. Hein? 10 et 11. x2 ne change pas encore, parce que x2, c'est une entrée, il n'y a rien qui va donner. L'addition ici donne x3, mais comme le x2 n'a pas encore de valeur, ici on a 11, mais ici on n'a encore rien. Et donc, cette deuxième addition, il attend aussi. Et si je fais x2 égale, donc x2 égale, allez, 15, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, de nouveau, le data flow va marcher. Hein? Il y a de nouveau, le premier démon, il a rendu l'arme, parce qu'il a fait son addition, c'est le trait dont je parle là, il a fait son addition, il termine, il est mort en sachant qu'il a bien fait, il a bien vécu, mais le deuxième est toujours là, ce deuxième petit démon, il est actif, il veut faire une addition, mais x2 n'a pas encore de valeur, on ne peut pas encore le faire. Mais si on fait x2 égale 15, alors le deuxième démon va avancer. Vous voyez comment les choses avancent comme ça. Je montre, c'est dans les slides qui ça montre. Le premier thread se termine après son addition. Je fais x2 égale 7. Après, le deuxième se termine. Et bon, je mentionne que le browser est un programme bien cohérent avec les data flow. Donc, si tu affiches une variable affectation unique, et la variable n'est pas encore affectée, le browser, il installe un petit démon à l'intérieur du browser qui va faire une mise à jour de l'affichage quand la valeur sera affectée. Okay? Mais ça ne marche pas avec des cellules. Hein? Ça marche avec des variables fonctionnelles, avec des cellules. Ok, et maintenant, je veux faire un truc, je vais aller... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, le data flow? Beaucoup de choses. Je veux maintenant faire des flows de communication entre agents.
je veux dire, vous vous souvenez, on a défini des listes, hein, qui se terminent en nil. Je veux définir un flow, un stream, c'est une liste, mais se termine en une variable. Pas en nil, ça veut dire qu'on peut l'étendre. Si j'ai S égale A, B, C, D, S2, si je lis S2, je peux ajouter des éléments. Donc c'est comme un canal de communication. Un flow, c'est un canal de communication entre deux threads. Voici notre premier programme concurrent pour afficher un string. Je définis une procédure display disp_s, case s of x bar s2, browse x, j'affiche x, et je fais l'appel récursif. Donc j'affiche le premier élément de x, de s, pardon, c'est x, et je fais un appel récursif. Mais qu'est-ce qui se passe si s est une variable? Le case se comporte exactement comme l'addition. Si S n'est pas encore une liste, si ce n'est pas encore lié, le case, il va attendre. Vous voyez, vous commencez à soupçonner l'intérêt du data flow. Et on va voir de plus en plus de choses. Donc si je fais par exemple... Is case S of x bar S2 then browse x diff S2 and ça c'est je charge et je fais déclare S is S. Donc je définis ça. Ça c'est une procédure récursive qui affiche tous les éléments d'un flow. Mais s'il n'y a pas d'éléments, il n'affiche rien. Si j'exécute ça, déclare S in this S, qu'est-ce qui va être affiché? Rien encore. Si je fais S égale A, B, C, avec une variable non liée, donc A, B, C suivi par une variable. Le disp, il va afficher A, B, C, mais après il va attendre. Là, il va attendre. Donc si je fais ça, j'affiche A, B, C, c'est tout. Si je fais S égale, je vais faire avec un S2. Ça va rien changer, ça va juste pour ça, je peux maintenant accélérer à S2. Si je fais la S3, S2 égale D, E, F, G, S3. 2G. En fait, le disque, il est en train d'attendre. Il attend sur S2. Là. C'est un petit démon. En fait, il est en train de s'exécuter dans son propre thread. Il y a donc un petit démon actif dans le système. En ce moment même, je ne le vois pas, mais il est là. Et si je lis S2, le démon va s'activer et va afficher des éléments D, E, F, G, G. Ah, j'ai fait le mauvais. Donc on rectifie vite fait. Ça va aller. Hop là. Puis ça rentre voilà, ça. On voit ici. On voit afficher D, E, F, G, G. Et maintenant, le démon attend sur S3. Vous voyez que la procédure disp à l'intérieur du thread, c'est comme un serveur. C'est un petit démon, plus qu'on lui donne des éléments, il va les afficher l'un après l'autre. Question? Oui, parce que dans la fonction, dans la procédure, pardon, on a mis un browse X, on n'a pas besoin de faire déclare S in thread disp S N.
En fait, c'est parce que le browse fait ses propres threads qu'on n'a pas besoin d'en créer un. Oui, un browse peut afficher une variable qui n'est pas liée, il ne va pas se bloquer. Le browse n'est pas comme une addition qui a besoin de la valeur. Si je fais x plus 1, si x n'est pas lié, j'attends. Mais le browse, il ne va jamais attendre. Parce qu'après, en fait, dans déclare s in, du coup, la fonction, on n'a pas de thread parce qu'il y a un browse déjà dans le Non. Ici, à chaque fois quand je compile un petit bout de code, le système Mozart va automatiquement le mettre dans un thread. Donc à chaque fois, c'est comme si j'avais fait quand je donne un bout de code à Mozart et je laisse compiler, Mozart est un système hyper complètement concurrent. Et je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais chaque fois qu'on donne un bout de code à Mozart, il le compile et l'exécute dans un thread. C'est un système complètement construit autour de la programmation concurrente. C'est une chose que vous n'avez pas encore remarqué parce qu'on n'a pas abordé ça jusqu'à maintenant, mais que vous allez voir. En fait, le système Mozart est complètement fait pour la programmation concurrente. Et donc, si je fais ici disp s avec un thread, c'est la même chose. Là, il n'y a rien qui s'affiche. C'est normal parce qu'il attend, le disp attend sur le S. Si je fais S égale A, par exemple, on va afficher A. Et on fait l'appel récursif, donc A ici, on fait l'appel récursif, on retourne là, et de nouveau il attend. Donc sur la variable ici, qui est au bout, l'appel récursif va attendre. Donc le disque, il va toujours exécuter jusqu'au bout, et là il attend. Vous voyez que le data flow, c'est très naturel. On donne quelque chose à un démon, il le mange, et après il attend le morceau suivant. Hein? Et c'est très naturel de programmer comme ça, quand on a des flows. Dans ce cas, pourquoi on a besoin d'écrire On n'a pas. Je vous montre ça simplement pour vous montrer que c'est le système qui le fait. On peut le faire. Hein? Maintenant, je vais vous montrer ce que nous allons faire, mais on ne va pas le faire cette fois. Supposons que j'ai défini une fonction qui crée un string n suivi par prod n plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais un programme ici. S égale prod 1, disp s dans deux threads. Ça, c'est un programme concurrent avec un pipeline. Et je vais vous montrer l'exécution de ça, et après on va s'arrêter aujourd'hui. Et ça, je vais vous montrer. Si je déclare la procédure prod, je retarde la chose, sinon ça va trop vite. Delay, ça fait attendre le thread. Le thread va faire une pause de 1000 millisecondes. Donc ça ralentit l'exécution, sinon ça va trop vite et on ne peut pas le voir. Voilà, ça crée non, c'est pas une fonction prod. Voilà, ça c'est une fonction. Et je vais ici here on the last. Je vais maintenant faire thread s égale prod 1 et thread disp s. Et en fait, je crée un pipeline. J'ai deux petits agents, des agents ou des activités
Le premier va produire un flow et le deuxième va l'afficher. Et chaque seconde, il y a un élément qui va apparaître, qui sera exécuté indéfiniment. C'est un programme concurrent avec deux agents et un canal de communication entre les deux, avec juste quelques lignes de code. Donc, en fait, le système Mozart est fait pour vraiment faire de très belles choses avec la programmation concurrente. Et c'est ce que nous allons voir. Et avant de terminer, je vous donne simplement un dessin. On peut l'afficher comme ça. On a un premier thread qui fait S égale prod 1, et le deuxième thread fait 10S. Je vais décider c'est comme ça. Ça c'est agent P, ça c'est agent C, et il y a un canal entre S. Et ce canal va alimenter, donc le producteur va créer des nouveaux éléments, il va alimenter le consommateur. L'agent C c'est le consommateur, et P c'est le producteur. Et je vais m'arrêter là. Je vais juste où? Hein? On ne va jamais s'arrêter là. Jusqu'à ce que j'arrête, Mozart, il ne va jamais s'arrêter là. On va continuer. Vous voyez que le data flow est une très bonne manière de faire des programmes avec des agents qui se parlent. Ok, je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec les data flows.